Donc on se retrouve aujourd'hui, on va voir les attaques les plus communes. On va voir notamment le Common Injection. Donc grosso modo, je vais vous faire un petit topo. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc ce qu'on appelle les défauts de rejet sont très courants dans les applications d'aujourd'hui. Ces failles se produisent parce que les entrées contrôlées par l'utilisateur sont interprétées comme des commandes ou des paramètres réels par l'application. Les attaques par injection dépendent des technologies utilisées et de la manière exacte, en fait, dont les données d'entrée sont interprétées par ces technologies. Je peux vous donner quelques exemples courants. On a l'injection SQL, les SQLI. Cela se produit lorsque l'entrée contrôlée par l'utilisateur est transmise aux requêtes SQL. En conséquence, un attaquant peut transmettre des requêtes SQL pour manipuler le résultat de ces requêtes. On a également l'injection de commandes, on va voir. Cela se produit lorsque l'entrée utilisateur est transmise aux commandes système. En conséquence, un attaquant est capable d'exécuter des commandes système, en fait, arbitraires, sur des serveurs d'application, qu'on appelle des AS. Donc si un attaquant réussit à transmettre une entrée correctement interprétée, eh ben, ça veut dire qu'il va pouvoir faire plusieurs opérations suivantes. Il va pouvoir, par exemple, accéder, modifier, supprimer des informations dans une base de données lorsque cette entrée est transmise aux requêtes de base de données. Cela signifierait qu'un attaquant peut voler ces informations sensibles, telles que les données personnelles ou les identifiants. Ça arrive souvent, comme vous le savez. Ensuite, il peut exécuter des commandes système arbitraires. Donc, pour rappel, hein, des commandes arbitraires, c'est qui ne sont pas voulues par le système, qui permettrait à un attaquant, cette fois-ci, d'accéder au système des utilisateurs. Cela permettrait par exemple de voler des données sensibles et de mener davantage d'attaques contre l'infrastructure liée au serveur sur laquelle la commande est exécutée. La principale défense pour empêcher les attaques par injection, en fait, c'est de s'assurer que les entrées contrôlées par l'utilisateur ne sont pas interprétées comme des requêtes ou des commandes. Il existe différentes manières de procéder. On peut utiliser par exemple une liste d'autorisation, pardon. Lorsque l'entrée est envoyée au serveur, cette entrée est comparée à une liste d'entrées ou de caractères sûrs. Si l'entrée est marquée comme sûre, alors seulement et uniquement elle est traitée. Sinon, elle est rejetée et l'application renvoie une erreur. On peut faire aussi une suppression de l'entrée. Si l'entrée contient des caractères dangereux, ces caractères seront supprimés avant d'être traités. Donc les caractères ou entrées dangereuses sont classés comme toute entrée qui peut modifier la façon dont les données sous-jacentes sont traitées, au lieu de construire manuellement des listes d'autorisation ou même simplement supprimer l'entrée, il y a diverses bibliothèques qui effectuent ces actions pour vous. L'injection de commande se produit lorsque le code, côté serveur, comme du PHP, qui marche notamment du web, dans une application web, effectue un appel système sur la machine d'hébergement. Il s'agit d'une vulnérabilité web qui permet à un attaquant de profiter de cet appel système pour exécuter des commandes de système d'exploitation sur le serveur. Parfois, ça ne se terminera pas toujours par quelque chose de malveillant. Vous pouvez faire la commande Guamai ou simplement la lecture de fichiers. C'est pas trop mal. Mais on peut également faire du sale. Le problème avec l'injection de commandes, c'est qu'elle ouvre de nombreuses options pour l'attaquant. La pire chose à faire serait de créer un shell inversé pour devenir l'utilisateur sous lequel le serveur web s'exécute. Un simple nc-e slash bin slash bash et tout ce qu'ils ont besoin, euh, tout ce qu'a besoin, pardon, le hacker, et ben, pourrait donc accéder via un reverse shell aux ressources de la machine. Il y a différentes variantes de Netcat qui prennent en charge l'option E. Vous pouvez utiliser une liste de ces shells inversés comme alternative également pour rentrer dans le système. Une fois que l'attaquant a pris pied sur le serveur web, il peut lancer l'énumération habituelle du système. Donc on va commencer à chercher des moyens de pivoter. Maintenant que nous savons ce que c'est que l'injection de commande, on va voir un peu comment les tester. Donc il y a une technique qui s'appelle donc le ACI, c'est l'Active Command Injection. Donc c'est l'injection de commande active. L'injection de commande aveugle se produit lorsque la commande système envoyée au serveur ne renvoie pas la réponse à l'utilisateur dans le document HTML. L'injection de commande active renverra la réponse à l'utilisateur. Il peut être rendu visible à travers plusieurs éléments HTML, par exemple. Donc, on va faire l'analyse du pseudocode et essayer de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire. Donc,
Donc passons en revue. Donc il rend l'injection de commande active. Voyez si vous pouvez le comprendre. Donc en pseudocode, l'extrait de ce code effectue les opérations suivantes. Donc déjà, il va vérifier si le paramètre command string, pardon, est défini. Si c'est le cas, la variable $command string récupère ce qui a été passé dans le champ de saisie. Le programme rentre ensuite dans un bloc try pour exécuter la fonction pass-through $command string. Vous pouvez lire la documentation sur la fonction pass-through sur le site web de PHP, mais en général, il exécute ce qui est entré dans l'entrée, puis renvoie la sortie directement au navigateur. Donc si la tentative échoue, on affiche l'erreur sur la page, généralement ça ne produira rien, car vous ne pouvez pas sortir de STDR. Donc on a vu, c'est le standard error. Mais PHP ne vous permet pas d'essayer sans faire un catch. Donc on va avoir une façon de détecter l'injection de commande active. Nous savons que l'injection de commande active se produit lorsque vous pouvez voir la réponse de l'appel système. Dans le code ci-dessous, la fonction pass-through est en fait ce qui fait tout le travail ici. Ok. Donc là, on va commencer l'exercice. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire ça. Donc, si on tape, par exemple, une commande qui est sous Linux, pour rappel, pwd, voilà. Là, on voit que le serveur d'Office est sensible à l'injection de commandes. Je vais zoomer un peu. On voit que là, eh ben, il est dans le var www.html. Donc on sait l'arborescence dans lequel tourne tout ça. Pareil, je peux me faire peut-être un petit ls. Ça serait fou. Et là, on voit qu'il est sensible à la commande d'injection, puisqu'il me dit, eh ben, dans l'arborescence qu'on a vu, on a ces fichiers qui sont présents. Donc vous voyez déjà, c'est bizarre. On n'a pas accès à la machine, mais à partir d'une mire, soit de connexion ou un champ de recherche, eh ben, je peux rentrer des commandes. C'est plutôt bizarre. Je peux faire un WAMI peut-être. Ok. Là, il nous dit qu'on est www.data. Donc là, ça me donne des informations. wdata, c'est l'utilisateur que les serveurs web sur Debian, sur Ubuntu, enfin bref, sur Linux, Apache, Nginx, utilisent par défaut pour un fonctionnement normal. Le processus du serveur web peut accéder à tous les fichiers auxquels www-data peut accéder. Donc c'est assez intéressant. On voit donc que c'est www-data, ce compte qui héberge le serveur. Donc, est-ce qu'on peut pas récupérer d'autres informations, par exemple, et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec ces injections de commandes. Donc, je sais que c'est une machine Linux. Est-ce que je pourrais pas, à tout hasard, afficher comme un coup le fichier password? Donc, on sait que sur une machine Linux, on va dans etc, taper, et on va lui demander, est-ce que tu peux pas afficher les mots de passe? Et là, on voit que c'est complètement dingue. On récupère tous les comptes avec le root, les UID, le groupe et les arborescences, où se trouvent tous ces comptes et à quoi ils servent. Donc on voit que là, j'ai drop le fichier password. Donc ça, c'est pareil, en théorie, si le serveur est bien configuré, ça devrait pas être possible. Donc on commence à voir un peu toute la puissance de pouvoir justement utiliser ces commandes directement sans passer par un shell. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme saloperie? On a vu que c'était le compte www.data, donc il le fait tourner. Ok, pourquoi pas. Euh, Est-ce que je pourrais peut-être, à partir de ce fichier password, qu'est-ce que je pourrais faire? Accéder à wdata. Wdata, il est où? Il est où? Il est là. Donc là, il nous dit bien que le compte, en fait, wdata, avec l'UID 33, tourne dans
var www user has been no login. Il est où notre petit peur? Ouais, il est là. Wdata, il y en a un autre peut-être. Ok. Alors, maintenant, on peut peut-être faire la commande euh, pour savoir quelle version d'Ubuntu ça tourne. Ou c'est peut-être une autre Debian. Donc, on va se faire notre petit release donc, et notre tiret A. Voilà. Et grâce à cette commande, vous pouvez la tourner. Je peux la faire exactement, hein, je vous montre. C'est pas un problème. Faire la commande, je vous montre. Si je la fais sur mon ordinateur, c'est pareil, hein. Y a pas de mystère. Voilà. Il me dit que je tourne sur un Parrot 410. Donc vous voyez que toutes les commandes, PWD, des LS, je vais faire un petit quoi, un petit ls-la. Voilà, donc c'est pareil. Donc j'accède. J'ai tous les fichiers de tout à l'heure, mais en plus j'ai les autorisations, je peux les lire, savoir qui a droit à quoi, quand est-ce qu'ils ont été créés, quand est-ce que les fichiers ont été modifiés, et j'ai même leur taille en kilobytes. Donc celui-là fait 4096 kilobytes notamment. Donc vous voyez on peut faire pas mal de trucs et en fait en profiter pour, euh, pour faire du renseignement directement à partir de la mire.